Salut, printemps 1994. Ouais, ça commence un peu à remonter. Un jeune couple est en balade pour le week-end dans la petite ville alsacienne de Thann. Ils flânent, amoureux, au soleil, l'air de rien, dans les rues du centre-ville jusqu'à passer devant le petit musée local. Et bien que du haut de leurs 22 ans respectifs, on aurait pu leur supposer d'autres loisirs, il s'avère que le jeune homme est un passionné d'œuvres d'art et de vieilleries en tout genre. Alors, évidemment, il tire sa compagne pour aller visiter l'établissement. Jusqu'ici, rien d'anormal. Il parcourt les quelques pièces jusqu'à ce que le garçon s'arrête devant une vitrine contenant un pistolet à silex du début du XVIIIe siècle. D'abord, il le trouve magnifique, mais en plus, il lui rappelle un modèle similaire que son père, avec qui il entretient des rapports difficiles, possédait lui aussi. Bref, il lui remonte des souvenirs d'enfance, et à force de l'admirer, une idée commence à germer dans son esprit. Et si je le ramenais à la maison ? Et puis il faut dire que d'un point de vue sécurité, c'est un peu comme si le pistolet ne demandait qu'à être pris. Modeste musée de petite ville des années 90 oblige, la vitrine dans laquelle il est rangé n'a même pas de serrure. S'il voulait le voler, il lui suffirait de faire glisser le panneau coulissant, d'attraper le pistolet et de le mettre dans son sac à dos. Ni vu, ni connu. Il doute, regarde par-dessus son épaule, ils sont seuls dans la pièce. Et, en dépit de l'inquiétude certaine qui accompagne chaque première fois, il s'exécute et quelques minutes plus tard, les deux tourtereaux sortent du musée comme deux innocents visiteurs, grimpent dans leur voiture et prennent la direction de chez Mireille, la mère du garçon, à Mulhouse exactement, pour y stocker son premier butin. Le premier d'une longue. Très longue série de braquages, enfin d'exploitation de failles de centaines de musées partout en Europe et avec une facilité déconcertante qui amèneront ce jeune homme, Stéphane Bredwieser, et sa petite amie Anne-Catherine Klinkhaus à amasser une fortune presque impossible à estimer. L'arsène Lupin des musées. L'arsène Lupin des musées. L'arsène Lupin des musées. L'arsène Lupin des musées. Entre centaines de millions et milliards d'euros d'œuvres d'art en tout genre avant de ne tout détruire. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme à mi-chemin entre le plus insatiable des passionnés d'art et le plus culotté des pillards. Stéphane est né en 1971 à Mulhouse d'une mère infirmière, Mireille Stengel, et d'un père cadre commercial avec lequel il n'entretiendra plus beaucoup de relations après qu'à ses 19 ans, l'homme divorce de sa mère. De toute façon, Stéphane avait toujours trouvé son père autoritaire. Non, la chose principale qu'il garda de son géniteur, même s'il ne le voyait que peu, fut sa passion pour l'art. Dans la grande maison d'enfance de Stéphane, les murs étaient remplis de tableaux et de beaux meubles. Mais lorsqu'il rentra ce jour-là chez sa mère, chez qui il vivait toujours, avec ce pistolet à silex volé, Stéphane se garda de l'exposer au mur et bien au contraire le rangea précieusement. En fait, pendant plusieurs semaines, Stéphane et Anne-Catherine ne faisaient vraiment pas les malins. Ils flippaient carrément, même persuadés que la police finirait par venir frapper à leur porte. Sauf que, le temps passe, et aucun uniforme ne pointe le bout de son insigne. Visiblement, ils étaient passés entre les mailles du filet. Bon, et c'est à peu près le moment où n'importe qui en temps normal se dirait « On a déconné, petite dose d'adrénaline, petit frisson et tout, c'était marrant mais on va peut-être arrêter les conneries. » Vous avez vu la durée de la vidéo ? Alors oui, effectivement, pendant 9 mois, ils ne réitéreront pas. Jusqu'au jour où ils visitent le château du Haut-Königsbourg, toujours en Alsace. Et, une nouvelle fois, Stéphane s'arrête devant une arme. Pas un pistolet cette fois-ci, non, mais une arbalète. Et de nouveau, ça va être du grand n'importe quoi. Bon, vieux château touristique, vous voyez à peu près le genre. Du coup, vous ne serez pas vraiment surpris si je vous dis que l'arbalète n'est simplement suspendue au mur que par un simple fil de fer. Et évidemment, aucun garde présent pour surveiller les visiteurs dans cette salle. Pour Stéphane, c'est du pain béni qui s'empare de la première chaise qui traînait à sa portée, grimpe dessus, décroche l'arbalète et la prend. Mais là, nouveau problème. Stéphane réalise alors très vite qu'une arbalète c'est un chouïa plus encombrant qu'un pistolet. Et que de reproduire son plan, de la glisser dans son sac et de ressortir par la porte principale en grand prince est peut-être un peu compromis. Mais c'est alors qu'intervient la grande force du monsieur. Il n'est jamais à court d'idées. Alors, comme si de rien n'était, il se rend dans une pièce adjacente tant qu'il n'y a personne, ouvre une fenêtre et lâche simplement l'arbalète. Il n'a plus qu'à sortir tranquillement et la looter dans le buisson dans lequel elle est tombée. Et comme une arbalète a priori c'est solide, aucune égratignure sur l'objet à constater. Pourquoi faire compliqué sans déconner ? Et Anne-Catherine, durant tout ce temps, évidemment, elle montait tranquillement la garde. Et ça va même systématiquement devenir son rôle dans leurs nombreux vols à venir. Ouais, très nombreux même. Parce que évidemment, comme c'est facile et qu'ils n'en subissent aucune conséquence, c'est le terrain parfait pour que ça parte en sucette et ils vont vraiment y prendre goût à ces folies à deux. Ça pimente leur vie visiblement. Toi le week-end, tu pars à la plage ou tu te fais un ciné. Eux, ils braquent des musées main dans la main. Et certains parmi vous doivent se dire mais les musées ils captent pas de suite qu'il y a des pièces qui disparaissent. En vrai, à l'époque, la gestion d'inventaire c'est un peu plus archaïque qu'aujourd'hui. Ouais, c'est du genre à ce que s'ils avaient eu Odoo, la carrière de Stéphane, elle aurait été
été un peu plus courte. Oui, vous l'avez compris, Odoo est de nouveau le partenaire de cette vidéo. Odoo, c'est une plateforme qui regroupe tout un tas d'applications, plus de 45, qui t'aident à gérer ton business. Que tu sois une petite, moyenne ou grande entreprise, il y a une app pour chaque besoin. Création de site web, campagne d'emailing, gestion de planning et tout un tas d'autres choses, dont du coup de la gestion d'inventaire. Odoo te permet d'obtenir une fiche détaillée pour chaque objet que tu possèdes, comme par exemple le prix, une description, la quantité disponible en stock, etc. L'application te permet notamment de connaître aussi l'emplacement de chaque objet et de suivre son historique car chaque action sur un item du dit inventaire est enregistrée. Déplacement, prêt, vente, quand, pourquoi, où et par qui. Bref, ça garantit une traçabilité totale et réduit les risques d'erreur ou de malversation. Et je vous avais dit, ça aurait été vraiment plus dur pour des gars comme Stéphane d'agir. Bon, et en plus, au-delà de ça, c'est super pratique pour adapter ton stock en temps réel aux besoins de ton activité. D'ailleurs, j'ai oublié, mais les pertes et les dégâts peuvent aussi être pris en compte. Et alors, le mieux avec Odoo, vous le savez, c'est que la première application, elle est offerte à vie avec le support et l'hébergement inclus en illimité. Quant à toutes les autres apps, tu peux y avoir accès en intégralité à partir de 19,90€ par mois. En tout cas, si ça peut t'intéresser, je te mets le lien vers l'offre d'Odoo en description. Et encore une fois, merci à eux de m'accompagner sur cette vidéo. Donc, où en sont Stéphane et Anne-Catherine ? Ah bah c'est simple, ils vont pas du tout s'arrêter et même voler toujours plus gros. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que pour le moment, avec une arbalète et un pistolet, a priori, ça fait pas d'eux les plus grands voleurs du siècle. Mais Stéphane va très vite passer à la vitesse supérieure. Le jour de ses 24 ans, très précisément le 1er octobre 1995, il a prévu une visite d'un château allemand à Baden-Baden. C'est à quelques kilomètres de la frontière française. Ce jour-là, il s'y rend de nouveau avec Anne-Catherine, mais embarque aussi cette fois-ci sa mère, la bonne Mireille, avec lui. Mais seul le couple fera la visite, sa mère devant rester avec le chien familial qui n'était pas autorisé à rentrer. Et là, j'imagine que certains se demandent même si la mère était au courant de ce qui allait se passer. On en reparlera. Toujours est-il qu'au cours de la visite, Stéphane tombe, comme c'est étonnant, encore amoureux d'une œuvre. Sans blague. Sauf que cette fois-ci, et pour la première fois de sa jeune carrière d'apprenti Arsène Lupin, il s'agit d'un tout petit tableau. Un portrait du XVIe siècle qui représente Sibylle de Clèves, une aristocrate. Et bien entendu, pas peint par n'importe qui, mais par un certain Lucas Cranach le Jeune. C'est juste un des plus célèbres peintres de la Renaissance. Pour que vous ayez une meilleure idée de la valeur de la petite toile, il y a d'autres tableaux du même artiste qui se sont vendus pour 1,5 million d'euros à peu près. Et tu l'as entendu, en plus d'être beau et accessoirement très cher, le tableau a un troisième atout. Il est petit, vraiment petit. 15 cm de large pour genre 21 cm de hauteur. Sauf que qui dit plus de valeur, dit aussi cette fois-ci quasiment pour la première fois, plus de sécurité. Mais je pense que vous commencez à le connaître. Voilà, Stéphane il s'en pète un rein, ça c'est le culot ou rien. Cette fois-ci, le tableau est sur un chevalet, lui-même sous une cloche. Oh, et j'avais oublié de mentionner, mais il est peint sur bois, donc il a pas de cadre quoi. Vraiment, le truc est pensé pour ne pas être encombrant. Alors, comme d'hab, Anne-Catherine fait le guet et dès que le garde a le dos tourné, Stéphane soulève la cloche et glisse le petit tableau entre les pages du catalogue d'exposition du château qu'il trimballait avec lui. Trop facile, Ouais, enfin, sauf qu'il renverse le chevalet au passage qui fait un bordel en tombant au sol. Et alors là, autre facteur important dans la carrière de Stéphane, vous allez le voir, il a max de chance. Ça passe. Il y a du monde dans d'autres pièces, donc du bruit, et le gardien ne se retourne miraculeusement pas. Et ça passera jusqu'au bout. Ils rejoignent Mireille à la voiture sans se faire arrêter et repartent du château avec le plus beau des cadeaux d'anniversaire, un tableau qui vaut bien cher. La morale, ça serait quoi ? Pour son anniversaire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est horrible. Et alors, à partir de cet instant précis, ils vont enchaîner plusieurs vols par mois. Et dans toutes ces opérations, le fait de braquer en amoureux n'est vraiment pas anodin. Car après tout, qui va suspecter un jeune couple propre sur lui ? D'autant plus qu'ils font pas les choses à moitié. Ils vont même jusqu'à s'acheter des vêtements de marque, style Dior ou Chanel de seconde main, pour paraître encore moins suspect. Pourquoi d'occasion ? Parce que, malgré les vols, ils n'ont pas beaucoup de thunes. Stéphane, c'est pas un voleur comme les autres. Lui, il aime sincèrement l'histoire de l'art. Alors évidemment, ça ne le dédouane absolument pas de tout le mal qu'il fait. Ne volez pas d'ailleurs, évidemment, c'est pas cool ou je sais pas quoi, mais ça permet de mieux le comprendre. Il passe beaucoup de temps à bouquiner pour en apprendre plus sur le sujet, et franchement, il est calé. À ce moment-là, faut comprendre que l'art et Anne-Catherine, c'est toute sa vie. D'une certaine façon, c'est plus par égoïsme d'avoir toutes ses œuvres pour lui que par avarice qu'il fait ça. Son rêve, c'est d'avoir tout un tas de créations plus belles les unes que les autres sous la main. Il est même dégoûté des autres voleurs qui, eux, ne courent qu'après le gain. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qu'il sauvera aussi longtemps, ne pas chercher à faire de l'argent avec ses prises. Ok, parce qu'en fait, normalement, c'est très majoritairement là que les criminels se font choper. Lorsque la Joconde s'est faite voler par un Italien en 1911, ce n'est que 2 ans plus tard, lorsqu'il a essayé de la revendre, qu'il s'est fait griller. Lorsqu'en 2012, un groupe de Roumains vole pour plusieurs dizaines de millions de Picasso, Matisse, Monet et Gauguin aux Pays-Bas, c'est le spécialiste qui doit expertiser les œuvres pour qu'il puisse les revendre, qui va les balancer. L'art, c'est vraiment bien différent des autres marchandises produites en série. Une montre, une voiture ou un ordinateur sont parfois équipés de numéros de série, mais
des identiques, il en existe des centaines de milliers. Alors qu'un Rembrandt, lorsque ça réapparaît sur le marché, bon. Et puis, il reste aussi à Stéphane peut-être une dernière raison, elle plus sentimentale, qui nourrit sa passion. Son arrière-grand-oncle était lui-même un artiste avec un peu de renommée. Il s'appelait Robert Bredwieser, c'était un artiste alsacien du XXe siècle. Tout ça, c'est la belle version du personnage et de ses raisons. Mais dans les faits, plus tard, lorsque des psychiatres étudieront son profil lors de son procès, eux en viendront à la conclusion qu'il serait surtout narcissique et n'aurait en réalité aucun sens des limites à cause d'un entourage qui ne lui en a jamais fixé. Un psychologue a écrit dans un de ses rapports qu'à aucun moment on ne le voit se demander ce que deviendrait une société si chacun pensait comme lui. Un autre psy va même plus loin et dit même qu'il est bougon, critique, exigeant et agaçant, en un mot, immature. Ces rapports, qui normalement auraient dû rester confidentiels, on y a accès grâce au journaliste américain Michael Finkel qui a passé plus de 10 ans à étudier l'affaire pour son bouquin, Le voleur d'art, et qui a d'ailleurs servi, faut le dire, de grosse source pour cette vidéo. Enfin bref, reprenons là où on s'est arrêté. On arrive doucement en 1996. Meilleure année si je peux me permettre. Et ça n'a rien à voir avec le fait que c'est mon année de naissance. Je vois vraiment pas ce qui vous fait dire ça. Cette fois-ci, Stéphane et Anne-Catherine jettent leur dévolu sur le château de Blois. Et fini les trucs un peu perdus avec peu de moyens et de sécurité. Là, on parle d'un des lieux les plus visités de France, ok? Mais vous captez, Stéphane, il s'en tape royal de ça. Cette fois-ci, bam bam, Steph y repère le seul tableau au monde représentant Madeleine. Mais Simon, c'est qui Madeleine? La fille de François Ier. Voilà, rien que ça. Et une nouvelle fois, le peintre s'est sûrement dit « Tiens, si je faisais un truc minuscule, super facile à voler. » Résultat, Stéphane cale la toile dans son pantalon quand tout le monde a le dos tourné. C'est bon, le mec vole le seul tableau représentant la fille de François Ier en le calant dans son futal et ça passe. Ça commence à faire beaucoup là, non? Bah, pas encore suffisamment. Et en fait, je dois bien avouer qu'à ce stade, je sais même plus si c'est stupide ou brillant, mais toujours est-il que le truc le plus absurde, c'est que ce n'était même pas son premier vol de la journée. Bah attends quand même, quitte à faire le tour des châteaux de la Loire. Il avait aussi braqué un éventail et 2 tabatières quelques heures plus tôt dans le château de Chambord. Et alors Stéphane, il s'embête pas, c'est l'anti-inspecteur gadget. Il s'est uniquement servi d'un couteau suisse pour faire levier et forcer la vitrine où étaient les antiquités. Ce même couteau qui lui servira aussi à d'autres reprises pour découper des toiles de leur cadre pour les sortir plus facilement. Il y a aussi cette autre fois où il enlèvera, toujours avec le couteau suisse bien sûr, 31 vis, une par une d'une vitrine pour voler le plat en faïence qu'elle contenait. Il lui arrive même de braquer des œuvres d'art pendant des visites guidées. En fait, tout ce qu'un voleur classique ne ferait pas par peur d'être pris sur le fait, mais aussi et surtout toujours avec sa fidèle Anne-Catherine pour faire le guet, lui le fait. Ok, j'ai juste une toute dernière anecdote exceptionnelle pour vraiment enfoncer le clou du je m'en foutisme de Stéphane à te raconter. Il y a cette fois où il vole une figurine en terre cuite dans un musée d'Avignon. Je te passe les détails, mais il la cale comme d'habitude bien rangée dans son coffre pour la ramener chez lui. Et accessoirement chez sa mère aussi du coup. Sauf qu'en arrivant là où il a garé sa voiture, il remarque que quelqu'un lui a éraflé l'aile de sa caisse. Écoute bien, il est tellement énervé et serein aussi visiblement qu'il a osé faire constater les dégâts à un gendarme et déposer une plainte alors même que pendant la constatation, la figurine attendait sagement dans son coffre. On est où là? Et en plus, le pire c'est que de leur côté, les flics ils patinent. Malgré le fait que chaque vol maintenant fait l'objet d'articles, a priori, rien n'indique qu'il s'agit de la même personne. Certains se demandent même plutôt si ça ne serait pas un réseau de mafieux derrière. En fait, comme ils volent un peu partout, en Allemagne, en Suisse et bien entendu en France, et que les services de police de l'époque ne communiquent pas aussi bien qu'aujourd'hui, et qu'encore une fois, aucune œuvre ne refait jamais surface puisqu'elles sont toutes dans sa chambre ou dans le grenier de sa mère, il est hors radar. Mais tout ça ne durera pas éternellement. Sinon cette vidéo n'existerait pas. La première fois de trop arrive en mai 1997. Ce mois-ci, les amoureux sont en vadrouille à Lucerne, une ville des Alpes suisses. Et dans une galerie d'art, Stéphane remarque une superbe nature morte de Willem van Helst, un célèbre peintre hollandais. Une nouvelle fois, le tableau lui plaît, la sécurité pue la défaite et après avoir vérifié que personne ne le regardait, il décroche l'œuvre, la passe sous son bras et repart comme si de rien n'était. Plus c'est gros, plus ça passe comme on dit. Sauf que pas cette fois. Un des employés le remarque et ne se fait pas duper par l'aplomb qu'a Stéphane en apparence et capte qu'un truc est pas normal. Il le suit et l'attrape par le bras alors que le voleur venait à peine de faire quelques mètres dans la rue. Anne-Catherine débarque et les deux le supplient de les laisser tranquilles. Mais visiblement, ça n'attendrit pas l'employé qui cette fois-ci les emmène au poste de police le plus proche. Alors là, c'est vraiment craignos. Pas tellement pour ce tableau, mais surtout parce que si les forces de l'ordre suisse décident d'en parler aux Françaises et que pour une raison ou pour une autre, ils décident d'aller perquisitionner chez Stéphane, concrètement, ils vont tomber sur la caverne d'Ali Baba, mais version juste 2 voleurs là. Or,
Je vous rappelle la chance de Stéphane ou pas? Ce scénario n'arrivera pas. Dans les jours qui viennent, ils passeront devant un juge et diront que c'était la première fois qu'ils ont conscience de leur erreur et ne recommenceront jamais. Ils jouent la pitié quoi, et ça fonctionne. Résultat, ils mangent un peu moins de 2000 € d'amende et 3 ans d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Franchement, c'est vraiment bien s'en tirer. Pour cet incident, si les sanctions légales restent limitées, Stéphane ne s'en rendra pas compte, mais signe en revanche le début des doutes pour Anne-Catherine. Ils ont 26 ans, font ça depuis 4 ans, et elle se projette de moins en moins dans ce mode de vie. Elle ne lui a d'ailleurs pas dit, mais quelques semaines avant l'incident, elle s'est faite avorter car elle savait au fond qu'il n'était pas prêt à devenir père. En vrai, dans le fond, lui, c'est un galérien. Si elle est aide-soignante à temps plein le reste du temps, lui enchaîne entre petits boulots et chômage depuis pratiquement toujours. Des petits boulots qui lui auront quand même permis de se perfectionner d'ailleurs. C'est pas une blague, Stéphane a été gardien de musée, je vous jure. Donc tu te doutes que pour étudier la sécurité, c'est quand même bien pratique. Mais il a aussi été affecté au rayon portes et serrures d'un magasin de bricolage pendant un temps. Ça s'invente pas quoi. Alors, elle aura quand même une discussion avec lui. Et si elle parviendra pas à lui faire promettre d'arrêter totalement, maintenant que la police suisse a ses empreintes, elle arrivera au moins à lui faire promettre 2 choses. Qu'il mette des gants pour ses prochains vols par protection et qu'il ne vole plus en Suisse. Mais bref, allez savoir, malgré la promesse qu'elle lui a fait faire, par amour pour Stéphane, et peut-être aussi un peu par amour du risque, elle continuera de temps à autre à faire le guet. Ensemble, seulement 3 mois après leur passage devant un juge, ils voleront Allégorie de l'automne. Un tableau non signé mais attribué à Jean Bruegel l'Ancien. Je pose ça là mais voilà, c'est le peintre le plus connu de tout l'art flamand. C'est limite en fait je crois si ça devient pas immédiatement l'œuvre la plus précieuse de toute sa collection. Collection dont à ce stade, composée de plusieurs centaines d'œuvres, il est devenu pratiquement impossible de donner une estimation. La revue spécialisée Le Journal des Arts évoque elle 10 millions d'euros. La BBC, eux, avanceront un montant d'1,4 milliard d'euros, dont le New York Times ajoutera que c'est bien le minimum, et Libération ira encore plus loin en estimant toutes ces babioles à 2 milliards d'euros. Allez savoir qui a raison, mais quoi qu'il en soit, c'est juste énorme. Mais plus le temps passe, plus la lassitude qui avait commencé à germer chez Anne-Catherine grandit jusqu'à ce qu'elle ne souhaite définitivement plus l'accompagner. D'ailleurs, ils se disputent de plus en plus. Elle prenant même son propre appartement quelques mois en 98, avant de ne revenir avec lui. 2 ans passent. Le nouveau millénaire, 2000 arrive, et Stéphane traîne encore ses vilaines manies. Puis, novembre 2001. Stéphane est aux anges. Il vient de voler un superbe corps de chasse plaqué or du XVIe siècle. Mais cette fois-ci, lorsque rentré auprès d'Anne-Catherine, il lui montre son butin et lui explique le vol, elle comprend qu'il a totalement vrillé. 5 ans après s'y être fait choper, il est retourné à Lucerne en Suisse pour ce corps de chasse et surtout n'a pas mis de gants. Exactement ce qu'elle lui avait pourtant fait promettre. Elle est folle de rage, l'embrouille une nouvelle fois et décide de prendre les choses en main. D'aller sur place, effacer ses traces avec de l'alcool à 90 degrés pour au moins essayer de sauver la mise. Sur les lieux, il décide que lui restera à proximité de la voiture pendant qu'elle achètera un billet pour rentrer dans le musée et procéder au nettoyage discrètement. Mais leur plan avait beaucoup trop de failles. Aussitôt après le vol, c'était pourtant évident que la police quadrillerait les environs et forcément un agent reconnaît Stéphane sur le parking. Il se fait arrêter, passer les menottes et embarquer sans avoir le temps de faire ses adieux à sa copine de toujours. De suite interrogé, lui nie dans un premier temps avoir volé d'autres œuvres. Mais la police suisse sait que Stéphane a un passif de voler des musées sur son territoire. Et dans le doute, décide de se rendre chez sa mère pour s'assurer que rien d'autre n'a été pris ce jour-là. On sait pas, des fois qu'il tombe sur un musée d'œuvres volées parallèles. Ça serait fou, non? Stéphane, bon là il est coincé et en détention, il n'a aucun moyen de prévenir qui que ce soit. A priori, voilà là, bon, c'est un peu foutu pour lui. Et pourtant, lorsque la police pénètre dans sa chambre, les murs sont vides, les tiroirs remplis de vêtements. Quant au grenier, il n'abrite que des araignées. Les Suisses l'ont pour le moment à l'envers, mais comme ils savent que quelque chose n'est pas net, ils prolongeront malgré tout sa détention pour le vol à Lucerne le plus longtemps possible pour essayer de le faire parler, sans aucun contact avec l'extérieur. Et ça marche, après plusieurs mois en cellule, ça y est, c'en est trop pour Stéphane, épuisé, qui finit par tout avouer. On est début 2002, la vérité éclate enfin. En revanche, il y a un truc qui maintient, il sait pas où sont passées les œuvres. Et ça tombe bien, parce qu'elles ne tarderaient pas à réémerger. Sans mauvais jeu de mots. Seulement quelques semaines après ses aveux, un promeneur trouve sur le bord de la rive ou encore flottant à la surface dans le canal du Rhône-au-Rhin plusieurs œuvres trempées non loin du domicile de la mère de Stéphane. Mireille, prévenue par Anne-Catherine que son fils avait été arrêté, a tout jeté à la flotte. Sur les 239 œuvres que Stéphane a volées au total, dans plus de 170 musées répartis sur 7 pays différents, moins de la moitié ont pu être récupérées en bon état.
Une autre énorme partie ayant terminé dans le Rhône-Rhin. Stéphane est foutu. La sentence elle est irrévocable, il prend 4 ans ferme en Suisse. Mais comme il s'est fait choper en 2001 et qu'il a déjà purgé 15 mois de tôle, il est libéré en 2004. Il a alors 32 ans mais ce n'est pas terminé. Il lui reste encore à se faire extrader et juger en France. Et c'est dans cette salle d'audience de l'Hexagone, plus de 4 ans après l'avoir vu entrer dans ce musée avec de l'alcool à 90 dans la main, qu'il revoit enfin son grand amour, Anne-Catherine. Mais il n'a pas le temps d'être heureux, car cette dernière vient avec une surprise de taille. Au procès, son ancienne complice et amante vient avec un jeune enfant lui tenant la main, dont il est bien entendu impossible qu'il soit le père. Devant le juge du tribunal de Strasbourg, elle niera en bloc d'avoir été complice et explique même qu'elle était sous son emprise. Stéphane, peut-être dans l'espoir naïf de la récupérer un jour, joue le jeu malgré la colère. Il blanchit également sa mère en disant qu'elle n'était pas du tout au courant de ce qu'il faisait. Oui bon, Mireille qui aurait vu des centaines d'œuvres d'art passer chez elle sans jamais rien cramer, d'accord. Il sera finalement condamné à 26 mois de prison supplémentaire sur le sol français. Et s'il finira par se réconcilier avec sa mère, Anne-Catherine appartient elle dorénavant au passé. J'ai toujours voulu plus, et puis ça s'arrête, je pouvais plus m'arrêter. C'était une drogue, oui. Sauf que même après tout ça, demeurent en vrai de nombreuses zones d'ombre. Déjà la première, c'est qu'il manque une partie de son butin. Un peu comme Tony Musulin, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, qui s'était braqué son propre fourgon blindé, les œuvres qu'a volées Stéphane n'ont pas toutes été retrouvées au fond de l'eau. En tout, 60 œuvres d'art se sont envolées et n'ont jamais été retrouvées. Elles sont où ? Ça, la justice n'a pas réussi à le savoir. Pas plus qu'elle n'a réussi à savoir comment la mère de Stéphane a réussi à transporter une statue de plus de 70 kilos que son fils avait volée dans une chapelle et qu'elle a elle-même abandonnée près d'une autre chapelle après l'arrestation de Stéphane. Elle aurait forcément eu de l'aide, mais elle ne donnera jamais aucun nom. Enfin, dernière énigme. 30 000 € sur un compte bancaire appartenant à Stéphane, alors que ce dernier n'a jamais roulé sur l'or. Alors, se pourrait-il qu'il ait finalement revendu une partie du magot pour subsister ? Lui, il niera toujours. Pourtant, en 2006, Libération publie une lettre de Stéphane, alors dédiée à Anne-Catherine, dans laquelle il avoue encore plus de vols, dont un Corot au Louvre, en plus d'une dizaine d'autres œuvres, et ajoute qu'une 50aine d'œuvres d'art manquantes dorment en lieu sûr, sans préciser où. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il essayait de nourrir sa légende et de passer pour un meilleur voleur qu'il ne l'était vraiment ? Des décennies plus tard, on n'en sait toujours rien. Moi, j'ai fait en sorte que tout soit rendu aux propriétaires lésés. Malheureusement, je ne savais pas que ma mère, elle allait tout détruire. Enfin, d'un point de vue psychologique, il déclara officiellement au journal suisse Le Temps nourrir des regrets. Alors qu'il évoquait avec un journaliste le vol du Cranach qu'il avait réussi à braquer le jour de son anniversaire en 1994, il lâche que c'était le tableau qu'il désirait plus que tout au monde et qu'aujourd'hui ça lui met les larmes aux yeux de penser qu'il a été détruit. En fait, c'est ça son regret. Moins d'avoir volé que d'avoir provoqué indirectement la disparition de nombreux chefs-d'œuvre. Il ira même jusqu'à lâcher « Ça me fout un petit peu en l'air d'avoir interrompu leurs histoires de plusieurs siècles, juste pour me les approprier. Je vis avec cette souffrance en moi. » Alors, la vidéo aurait pu s'arrêter là, si après des années en prison, après être sorti en 2005 pour bonne conduite, et après s'être rangé avec une nouvelle femme, il n'avait pas quand même, en 2009, de nouveau volé. Retour à la case prison pour Stéphane Breitwieser, de nouveau condamné hier par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Lors d'un salon d'antiquaire, un tableau de Bruegel le Jeune estimé à 50 millions, tout simplement en prenant l'œuvre comme si c'était la sienne alors que tous les employés étaient occupés à nettoyer en fin de journée. Sauf que ça a pas trop plu à sa nouvelle femme qui, quand elle l'apprend, le quitte et le dénonce à la police. Voilà, c'est... Après un énième procès, retour à la case prison pour Stéphane, avant d'être placé en liberté conditionnelle. Ça n'a aucune fin, Stéphane, fais un effort, putain. Tout ça nous emmène enfin en 2015. À 44 ans et une vie décousue derrière lui, il n'a plus une thune et reprend de plus belle les vols pour gagner sa vie à défaut de ne plus savoir rien faire d'autre. Alors là, il en a vraiment plus rien à cirer, il revend des œuvres quelconques et faciles à voler sur eBay carrément. Sauf qu'un jour, évidemment très rapide, un acheteur avertit l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. La police remonte sans mal jusqu'à lui et retrouve 163 000 € en petites coupures chez sa mère. On est alors en 2019 et la chance l'a définitivement quitté. Il devra attendre 2023, donc l'an dernier, avant d'être jugé. Et en plus, il aurait pu avoir une peine aménagée et sortir du pénitencier. Vincent, qui a écrit cette vidéo, et moi, on aurait pu l'interviewer comme on essaye souvent de le faire. Mais c'était sans compter qu'il a agressé 2 journalistes qu'il a accusés d'être responsables de la perte de son emploi. Donc, à l'heure où cette vidéo sort, il est encore derrière les barreaux, mais ne devrait plus tarder à ressortir. Alors voilà, si d'ici quelques temps, tu entends que ton petit musée local s'est fait braquer, c'est peut-être le Steph. Ou peut-être qu'à 53 ans, il a enfin décidé d'arrêter les conneries. Et en vrai, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Qu'il prenne un nouveau départ et enterre pour de bon l'amateur d'œuvres kleptomane qui, ironiquement, avait presque élevé le vol au rang d'art. Il n'a jamais, au grand jamais trafiqué. Il a été mu par l'amour passionnel et passionné des œuvres d'art. Il n'y a pas la moindre once de cupidité